Dans l'Angleterre des années 1530, l'odeur du goudron et du chanvre colle aux doigts comme une seconde peau. On la retrouve partout où l'on vit de la mer, sur les quais, dans les chantiers, dans les tavernes où l'on boit une bière trouble. En parlant de vent et de prise, le royaume d'Henri VIII est encore un monde où l'on mesure la puissance au nombre de coques capables de tenir la mer, au nombre de canons capables de cracher du fer, au nombre d'hommes capables de grimper dans la mâture quand la toile claque et que le ciel se ferme. John Oxenham naît vers 1536, à une époque où l'Angleterre apprend à se regarder autrement. Elle n'est pas l'Espagne, elle n'est pas le Portugal. Elle n'a pas, comme eux, des décennies d'avance dans l'art de transformer l'océan en route commerciale, en empire flottant, en machine, à rapporter de l'argent et des épices, mais elle a autre chose, une faim, une impatience, et dans les ports du Sud-Ouest, une génération d'hommes qui grandissent avec l'idée que la mer n'est pas seulement un horizon, c'est une échappatoire. On sait peu de choses, au sens intime, sur l'enfance d'Oxenham, pas de journal, pas de lettres qui diraient la couleur exacte de ses premières années. Mais on peut sentir le décor. L'Angleterre maritime de ce temps-là est un pays de bois et de cordage, de voiles rapiécés, de mains calleuses. Un garçon qui veut devenir marin n'apprend pas dans des livres. Il apprend en portant, en frottant, en écoutant. Il apprend le langage des manœuvres, les jurons, les gestes. Il apprend à reconnaître, au bruit, si une poulie travaille mal. Il apprend à lire le ciel comme on lit un visage, la lumière qui change, la ligne sombre au loin, la mer qui se ride avant le grain. Et surtout, il apprend très tôt que la mer est un métier où l'on ne pardonne pas l'improvisation. On peut être audacieux, oui, mais l'audace sans discipline, c'est la noyade. Oxenham appartient à cette génération charnière qui voit l'Angleterre passer d'un royaume encore tourné vers ses querelles continentales à une puissance qui commence à se rêver en mer. La rupture religieuse, la réforme anglaise, les tensions avec les puissances catholiques, tout cela n'est pas une abstraction théologique. C'est une pression politique qui finit par se traduire en canon, en lettres de marque, en raids. La mer devient un théâtre où l'on peut frapper l'ennemi sans déclarer une guerre totale, où l'on peut enrichir des armateurs et des capitaines tout en servant la couronne. Dans les années 1550 et 1560, sous Édouard VI, puis Marie Tudor, puis enfin Élisabeth I, l'Angleterre oscille. Marie ramène le royaume dans l'orbite catholique et l'alliance espagnole, et l'on pourrait croire que les ambitions maritimes vont se calmer, mais les ports, eux, n'oublient pas. Les marins n'oublient pas. Les marchands n'oublient pas. Et quand Élisabeth monte sur le trône en 1558, protestante, prudente, mais déterminée à ne pas se laisser étouffer par l'Espagne, la mer redevient un espace de manœuvre. C'est là que se forme une culture particulière, celle de la course élisabéthaine. Pas la piraterie anarchique, pas le brigandage sans drapeau, quelque chose de plus ambigu, plus politique. La course, c'est l'art de faire la guerre avec un contrat implicite. On attaque l'ennemi, on prend ses navires, on partage le butin, et l'État ferme les yeux tant que cela sert ses intérêts. Les lettres de marque existent, mais la frontière entre le légal et l'illégal est mouvante, comme la ligne d'écume sur une plage. Dans ce monde, un homme comme Oxenham peut se faire une place. Il n'est pas un grand aristocrate. Il n'est pas un amiral de cour. Il est de ceux qui montent par la compétence, par la dureté, par la capacité à tenir un équipage, à prendre une décision quand la mer et les hommes se dérobent. Un marin entreprenant, un homme qui comprend que la vitesse est une arme, que la surprise vaut parfois plus que le nombre de canons. Et puis il y a Francis Drake. Drake, c'est le nom qui aimante toute une époque. Né vers 1540, issu lui aussi d'un milieu modeste, il devient l'incarnation d'une Angleterre qui mord. Drake n'est pas seulement un capitaine, c'est un entrepreneur de violence maritime, un homme qui sait transformer une expédition en récit, une prise en symbole, une audace en capital politique. Il a ce que beaucoup n'ont pas, des protecteurs, des réseaux, une capacité à parler aux puissants sans baisser les yeux, et il a une intuition stratégique. L'Espagne est riche parce qu'elle a des routes. Si l'on frappe les routes, on frappe l'Empire. Oxenham gravite dans cette sphère, associé de Drake, dit-on, compagnon d'armes dans cette galaxie de capitaines, de pilotes, de maîtres d'équipage, de financiers et d'armateurs qui font tourner la machine corsaire. Dans les ports, les noms circulent comme des pièces de monnaie. On sait qui a réussi, qui a perdu un navire, qui a ramené de l'argent, qui a fini pendu. On sait aussi que Drake a déjà goûté au sang et à l'or dans les Caraïbes, qu'il a déjà affronté les Espagnols, qu'il a déjà compris la géographie de leur empire. La géographie. Voilà le vrai personnage principal de cette histoire, même si personne ne le dit à voix haute sur les quais. Pour un marin anglais du XVIe siècle, l'Atlantique est déjà un monde immense, mais il est connu, on sait les vents dominants, les saisons, les courants.
On sait que les tempêtes peuvent vous briser, mais on sait aussi qu'il existe des routes. Les Espagnols, eux, ont transformé l'Atlantique en autoroute impériale. Les flottes de l'or et de l'argent, les convois, les ports fortifiés, les escales. Ils ont des villes, des gouverneurs, des tribunaux, des réseaux d'information. Ils ont des relais. Et derrière l'Atlantique, il y a un autre océan, un océan qui, pour les Anglais, est presque mythique. Le Pacifique, la Mar del Sur des Espagnols. Une mer qui, depuis Balboa, est devenue le symbole d'un monde réservé, d'un jardin clos. Les Espagnols y naviguent, y transportent l'argent du Pérou, y relient Panama, le Pérou. Et plus loin encore, les routes vers l'Asie via le galion de Manille. Pour l'Angleterre, ce n'est pas seulement loin, c'est verrouillé. Verrouillé par quoi? Par une porte? La porte du Pacifique, ce n'est pas un détroit, ce n'est pas un canal. C'est un isthme, Panama. Une bande de terre étroite sur une carte, mais en réalité une masse de jungle, de montagnes, de marécages, de pluies lourdes, de sentiers, qui disparaissent, de rivières qui gonflent en une nuit. Une porte qui ne s'ouvre pas avec une clé, mais avec des épaules, des machettes, des porteurs, des alliances locales, et une capacité à survivre à l'humidité qui pourrit le cuir, rouille le fer, et rend la poudre capricieuse. Drake a déjà compris cela. En 1572-1573, il mène une expédition sur l'isthme, attaque nombre de dios, s'allie avec des marrons, des communautés d'esclaves africains, fugitifs, et apprend à frapper les Espagnols là où ils se croient protégés. Il voit, depuis les hauteurs, l'autre mer. Il touche du doigt l'idée que l'Empire espagnol a un dos tourné vers le Pacifique, moins surveillé, moins habitué à l'ennemi. Oxenham, dans l'ombre de Drake, absorbe cette leçon. Il apprend que la mer n'est pas seulement une surface, mais un système. Que l'Espagne n'est pas seulement des navires, mais une administration. Que pour voler l'or, il faut comprendre comment il circule, où il s'arrête, qui le garde, qui le transporte, qui peut être acheté, qui peut être terrorisé. La course élisabéthaine à ce moment-là est une école brutale. On y apprend la navigation, oui, mais aussi la psychologie. Un équipage, ce n'est pas une armée régulière. C'est un assemblage d'hommes attirés par l'argent, par l'aventure, parfois par la vengeance, souvent par la nécessité. Il faut les tenir. Il faut leur promettre assez pour qu'ils restent, mais pas trop pour qu'ils se croient déjà riches. Il faut gérer la faim, la maladie, les disputes. Il faut décider qui monte à l'abordage, qui reste au canon, qui garde les prisonniers. Il faut savoir quand frapper et quand fuir. Oxenham se forge là-dedans. Dans les traversées où l'on compte les barils d'eau, dans les mouillages où l'on répare une voile à la lueur d'une lanterne, dans les moments où l'on écoute, dans la nuit, le craquement d'un navire au mouillage et où l'on se demande si l'ennemi a déjà repéré la silhouette. Et l'ennemi, c'est l'Espagne de Philippe II, une Espagne qui, dans les années 1560-1570, est au sommet de sa puissance, mais aussi au bord de l'épuisement. Elle finance des guerres en Europe, elle maintient des garnisons, elle administre un empire qui s'étend sur des continents, elle a besoin de l'argent américain comme d'un sang. Chaque convoi, chaque mule chargée de lingots, chaque coffre de pièces est une artère. Et quand une artère est coupée, l'empire saigne. C'est pour cela que les corsaires anglais deviennent plus qu'un problème de sécurité maritime. Ils deviennent une menace politique, une humiliation, un signal envoyé aux alliés et aux ennemis. L'Espagne n'est pas invulnérable. Mais l'Espagne a une force que les corsaires sous-estiment souvent. Elle a le temps administratif, elle a la capacité de réagir, de transmettre des ordres, de mobiliser des ressources locales, de transformer une alerte en chasse. Elle a des gouverneurs qui écrivent, des capitaines qui obéissent, des ports qui ferment, des milices qui se lèvent. Elle a des tribunaux qui jugent. Oxenham, lui, vient d'un monde où l'on vit au jour le jour, au vent du moment, à la chance de la rencontre en mer. Il est formé à l'attaque rapide, au coup de main. C'est sa force. Et c'est aussi déjà la fissure. Dans les années 1570, l'Angleterre d'Élisabeth joue un jeu dangereux. Officiellement, on évite la guerre ouverte avec l'Espagne. Officieusement, on encourage les expéditions qui affaiblissent l'ennemi et enrichissent le royaume. Les grands noms, des nobles, des conseillers, des financiers, investissent dans des voyages. On arme des navires. On recrute des hommes. On promet des parts de butin. Et quand cela tourne mal, on peut toujours prétendre que ce sont des aventuriers incontrôlables. Cette ambiguïté est un bouclier pour la couronne, mais elle est un piège pour les hommes sur le pont. Car si vous réussissez, vous êtes un héros. Si vous échouez, vous êtes seul. Oxenham observe Drake, et il voit un homme qui réussit à transformer ses raids en légende. Drake sait rentrer au bon moment. Il sait quand se retirer. Il sait comment raconter. Il sait comment faire de ses prises un argument politique. Il sait aussi, et c'est crucial, comment s'entourer
Il n'est pas seulement un capitaine, il est un nœud dans un réseau. Oxenham Louis est plus vulnérable. Il a l'audace, il a la compétence maritime, il a l'expérience des coups de main. Mais a-t-il les mêmes protections? Les mêmes soutiens? Le même timing? Dans ce monde, le timing est une monnaie. Un raid qui réussit en 1572 peut être impossible en 1578 parce que l'ennemi a appris, parce que les ports ont renforcé leur garde, parce que les sentiers de l'isthme sont surveillés, parce que les informateurs sont payés. Et pourtant, l'idée du Pacifique travaille les esprits. Pour un corsaire anglais, entrer dans le Pacifique, c'est comme entrer dans une salle forte dont on a entendu parler toute sa vie. On imagine des navires lourds d'argent, des ports moins fortifiés, des routes maritimes où l'ennemi ne s'attend pas à voir une voile anglaise. On imagine la surprise totale, on imagine la panique, on imagine l'or. Mais le Pacifique n'est pas seulement une mer, c'est un espace logistique espagnol. Un espace où les ports, même modestes, sont reliés par des courriers, par des autorités, par des habitudes de défense. Un espace où l'on peut être repéré et où surtout il n'existe pas de refuge anglais, pas de port ami, pas de chantier pour réparer, pas de marché pour acheter des vivres sans attirer l'attention, pas de gouverneur à corrompre avec une lettre de marque. Oxenham, dans cette première phase de sa vie, se construit donc dans une tension. D'un côté, l'école de Drake, frapper vite, surprendre, exploiter les failles. De l'autre, la réalité d'un empire qui apprend. Et au-dessus de tout cela, l'Angleterre qui hésite entre prudence diplomatique et appétit de prédation. On imagine Oxenham dans les tavernes de Plymouth ou de quelques ports du Devon, là où les conversations se font à mi-voix quand il est question de l'Espagne. Les tables sont collantes, les bancs grincent, la fumée des chandelles et des pipes épaissit l'air. On parle de vent, de courant, de la côte d'Afrique, des Antilles. On parle de maladies aussi. La fièvre, la dysenterie, le scorbut qui fait tomber les dents et gonfle les gencives. On parle des Espagnols, de leurs galions, de leurs forteresses, de leurs patrouilles. On parle des Indes comme d'un endroit où l'argent est presque une matière naturelle, comme le bois ou la pierre. Et dans ces conversations, un mot revient comme un murmure qui enfle. Panama. Panama, c'est la charnière. C'est là que l'argent du Pérou remonte vers l'Atlantique. C'est là que les routes terrestres et maritimes se croisent. C'est là que l'on peut, en théorie, frapper un convoi, capturer un navire, ou même traverser et apparaître dans l'autre mer. Drake l'a fait, au moins symboliquement, en voyant le Pacifique et en comprenant sa valeur. D'autres rêvent de faire plus, d'y naviguer, d'y prendre des navires, d'y semer la terreur. Oxenham est de ceux-là. Mais avant d'être l'homme qui franchira la porte, il est un marin anglais du XVIe siècle, et cela veut dire une vie de risque constant. Les navires sont des machines fragiles, le bois travaille, les vers marins rongent les coques dans les eaux chaudes, les tempêtes arrachent les mâts, les cartes sont imprécises, les instruments limités. La navigation se fait à l'estime, au compas, à l'observation du soleil et des étoiles quand elles sont visibles. On calcule, on devine, on corrige, on se trompe, parfois de quelques milles, parfois de centaines. La discipline à bord est dure parce qu'elle doit l'être. Un navire n'est pas démocratique. Il ne peut pas l'être. Quand le vent tourne, quand un grain arrive, quand un récif menace, il faut une voix qui commande et des mains qui obéissent. Les punitions existent, les querelles aussi, et la promesse du butin est le ciment qui tient l'ensemble. Oxenham apprend à commander, ou du moins à être un homme sur qui l'on peut compter. Dans la course, la réputation est tout. Un capitaine qui hésite perd ses hommes. Un capitaine qui ne partage pas équitablement le butin se retrouve avec un équipage prêt à mutiner. Un capitaine qui ne sait pas naviguer dépend trop de ses pilotes. Un capitaine qui ne sait pas se battre meurt. Et puis il y a la violence, nue, l'abordage, le choc des coques, les grappins, les cris, la fumée des arquebuses, les éclats de bois, le sang sur le pont qui se mélange à l'eau de mer. La course n'est pas un duel romantique. C'est une industrie de la peur. On prend des prisonniers pour obtenir des informations, pour demander rançon, pour négocier. On brûle parfois des navires pour ne pas être ralenti. On laisse des hommes sur des côtes inconnues. On fait des choix qui, vus de loin, ressemblent à des crimes et qui, vus de près, ressemblent à des nécessités. Dans ce monde, Drake est un maître. Oxenham est un élève ambitieux. L'association avec Drake n'est pas seulement une amitié ou une camaraderie, c'est une insertion dans une manière de faire la guerre. Drake a compris que l'Espagne est un système nerveux. Si vous frappez un point, l'alerte se propage. Il faut donc frapper et disparaître avant que le système ne se referme. Il faut être un fantôme. Et pour être un fantôme, il faut connaître les chemins, les mouillages, les passes, les vents. Il faut aussi des informateurs, des guides, des alliés locaux. Les marrons, par exemple, jouent un rôle crucial dans les raids sur l'isthme. Ils connaissent les sentiers.
Ils connaissent les Espagnols. Ils ont leur propre raison de haïr l'Empire. Drake l'a compris et a su s'allier avec eux. Oxenham, en observant cela, comprend que la mer seule ne suffit pas. Pour ouvrir la porte du Pacifique, il faut aussi marcher, porter, souffrir dans la jungle, négocier avec des hommes qui ne parlent pas votre langue, faire confiance à des guides dont la loyauté dépend parfois d'une promesse fragile. La fin des années 1570 est un moment particulier. Drake est sur le point de réaliser son grand tour du monde. Commencé en 1577. L'Angleterre, sans le dire trop fort, teste les limites. Jusqu'où peut-on provoquer l'Espagne sans déclencher une guerre totale? Jusqu'où peut-on piller sans que Philippe II ne décide de frapper directement? Chaque expédition réussie donne l'impression que l'Empire espagnol est un colosse aux pieds d'argile. Chaque expédition ratée rappelle que le colosse a des griffes. Oxenham, dans ce climat, voit une opportunité. Il voit aussi une fenêtre qui se referme, car l'Espagne apprend vite. Les raids de Drake et d'autres corsaires ne sont pas des événements isolés, ce sont des signaux. Ils obligent les autorités espagnoles à renforcer les défenses, à surveiller les côtes, à contrôler les passages. Plus le temps passe, plus la porte du Pacifique se ferme. C'est là que se dessine déjà le destin d'Oxenham. Un homme qui veut frapper pendant que la serrure est encore mal ajustée. Un homme qui veut passer avant que les Espagnols ne mettent une barre de fer derrière la porte. Mais il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Drake, quand il agit, le fait avec une combinaison rare, audace, information, soutien financier et une capacité à transformer ses succès en protection politique. Oxenham, lui, est plus exposé. Il peut être brillant sur le pont, rapide dans la décision, dur dans l'action, mais il n'a pas forcément la même marge d'erreur. Et dans la course, la marge d'erreur est une illusion. On la croit large quand tout va bien. Elle disparaît d'un coup quand le vent tourne. On peut imaginer le genre d'homme qu'il devient, un marin qui parle peu quand il faut agir, qui sait écouter les pilotes, qui sait lire une carte même imparfaite, qui sait compter les jours de vivre, qui sait que l'eau douce est plus précieuse que le vin, un homme qui a vu des camarades mourir de maladie plus souvent que de coups d'épée, un homme qui sait que la mer n'a pas de morale, seulement des conséquences, et pourtant, l'ambition le travaille. Reproduire l'exploit de Drake, faire mieux peut-être, entrer réellement dans le Pacifique, pas seulement le voir, y opérer, y capturer des prises, ramener un butin qui ferait taire les sceptiques et ouvrirait les bourses des investisseurs. Dans l'Angleterre élisabéthaine, l'argent et la gloire sont liés. Un raid réussi n'est pas seulement une fortune, c'est une place dans le récit national, une preuve que l'Angleterre peut défier l'Espagne. Mais l'Espagne, elle, ne voit pas cela comme un jeu de prestige. Elle voit une violation, une intrusion, une hérésie armée. Et elle a au bout de ses routes une capitale vice-royale où l'on juge et où l'on pend, Lima. Un nom qui, pour un corsaire anglais, devrait sonner comme un avertissement lointain, presque irréel. Une ville de l'autre côté du monde, mais reliée par des papiers, des sceaux, des ordres, des chaînes. Oxenham n'est pas encore à Lima. Il est encore dans l'Atlantique mental de son époque. Dans cette zone grise où l'on croit que la vitesse et la surprise suffisent, il est encore dans l'apprentissage, dans l'ombre de Drake, dans la culture des ports anglais où l'on se raconte des histoires de prise, comme on se raconte des contes, en exagérant parfois, en omettant souvent les détails qui font peur. Les détails qui font peur, ce sont ceux-là. La jungle qui avale les hommes, les fièvres qui vous couchent en 2 jours, les Espagnols qui ne se contentent pas de perdre un navire, mais qui mobilisent des troupes, des cavaliers, des patrouilles, des informateurs, les ports où chaque visage étranger est remarqué, les prêtres qui entendent des confessions et transmettent des rumeurs, les marchands qui savent qu'une alerte peut sauver leur cargaison, les autorités qui écrivent des lettres qui voyagent plus vite qu'on ne le croit, parce qu'elles passent de main en main, de cheval en cheval, de navire en navire. Dans les ports anglais, on parle de l'Espagne comme d'un géant riche. On oublie parfois que c'est aussi un géant bureaucrate, un géant qui sait compter, enregistrer, punir. Un géant qui, quand il est frappé, ne se contente pas de crier, il note, il enquête, il organise. Oxenham, en se liant à Drake, entre dans une guerre qui n'est pas déclarée mais qui est réelle. Une guerre faite de coups de main et de représailles, de prises et de pendaisons, de rumeurs et de lettres scellées. Une guerre où l'on peut être célébré à Londres et maudit à Séville. Une guerre où l'on peut être un héros pour les uns et un criminel pour les autres. Et il y a, dans cette guerre, une tentation permanente. Croire que l'on peut forcer la porte du Pacifique avec la même logique que celle des Caraïbes. Croire que l'on peut surgir, prendre, disparaître. Croire que l'immensité de l'océan protège, alors qu'elle isole. Croire que l'absence de navires ennemis visibles signifie l'absence de danger, alors que le danger, dans l'Empire espagnol, voyage souvent par la terre et par les papiers.
Oxenham se prépare, consciemment ou non, à ce saut. Il a la mer dans le sang, la course dans les réflexes, Drake comme modèle et comme aimant. Il vit dans un royaume où l'on commence à comprendre que l'avenir se joue sur l'eau, mais où l'on n'a pas encore les bases permanentes, les ports lointains, les colonies capables de soutenir une présence durable. L'Angleterre peut frapper, elle ne peut pas encore tenir. Et c'est là, dans cette contradiction, que se forme le destin d'Oxenham, un homme façonné pour l'attaque rapide, pour l'opportunité, pour le coup de dé. Un homme qui va bientôt se retrouver face à un océan qui n'est pas un terrain de jeu, mais un piège immense, et face à un empire qui, derrière ses galions, a quelque chose de plus redoutable encore. La capacité de transformer un raid en dossier, un dossier en procès, un procès en corde. Pour l'instant, pourtant, tout cela n'est qu'une ombre au bord du récit. Sur les quais, on charge des barils, on vérifie les coutures des voiles, on compte les mousquets. On recrute des hommes qui signent parfois d'une croix parce qu'ils ne savent pas écrire. On parle de Drake comme d'un homme qui a montré le chemin. On parle du Pacifique comme d'une mer interdite. Et John Oxenham, marin anglais né vers 1536, écoute, calcule et se persuade qu'une porte, même gardée, reste une porte tant qu'on ose la pousser. Il y a un moment dans la vie d'un corsaire où l'odeur du port cesse d'être une promesse et devient une gêne. Trop de regards, trop de questions, trop de rumeurs qui courent plus vite que les marées. Oxenham, à la fin des années 1570, appartient à cette catégorie d'hommes qui ne supportent pas longtemps l'immobilité. Il a vu comment Drake transforme une expédition en événement, comment un raid bien placé peut faire trembler un gouverneur espagnol à des milliers de kilomètres, comment une poignée d'Anglais, si elle frappe au bon endroit, peut donner l'impression d'être une armée. Et surtout, il a compris que la porte du Pacifique n'est pas une métaphore de taverne. C'est un passage réel, un passage qui se franchit avec des mains, des épaules, des nerfs. Le départ, lui, n'a rien de romantique. C'est du bois qui grince, des cordages qui brûlent la paume, des barils qu'on roule, des sacs de biscuits de mer qu'on empile en priant pour qu'ils ne moisissent pas trop vite. On embarque des pièces de toile, des aiguilles, du fil goudronné, des clous, des chevilles de rechange, parce qu'un navire, même petit, est un organisme qui se défait sans cesse. On embarque des armes, arquebuses et piques, des épées qui ont déjà servi, des dagues, des casques cabossés. On embarque de la poudre dans des barils qu'on veut croire étanches. On embarque aussi des choses moins visibles, mais plus importantes encore, des informations, des noms de mouillage, des habitudes de patrouille, des bribes de récits arrachés à des prisonniers espagnols lors d'expéditions précédentes, des indications sur les routes de l'argent, sur les saisons où les convois passent, sur les endroits où l'on peut trouver des guides, car l'isthme ne se traverse pas avec du courage. Il se traverse avec des hommes qui savent tout poser le pied. Oxenham n'est pas Drake. Il n'a pas derrière lui la même aura, ni les mêmes protecteurs capables de transformer une prise en faveur à la cour, mais il a quelque chose de très dangereux, l'idée que l'exploit est reproductible, que ce que Drake a entrevu, lui, peut le faire, vraiment le faire. Entrer dans la mare d'Elsur, y naviguer, y prendre des navires, et revenir chargé de preuves, de métal, de pièces, de lingots, de tout, ce qui fait taire les sceptiques. L'Atlantique, pour atteindre l'isthme, est déjà une épreuve, mais une épreuve connue. Les vents dominants, les calmes, les grains, les jours où la mer ressemble à une plaque de plomb et ceux où elle se hérisse comme une bête, on vit au rythme des quarts, des manœuvres, des repas maigres. Le biscuit craque sous la dent et laisse un goût de poussière. L'eau, au fil des semaines, prend une odeur de tonneau et de vieux bois. On boit quand même. On n'a pas le choix. Les hommes dorment serrés, humides, dans une promiscuité qui rend tout conflit dangereux. Un mot de trop, une accusation de vol, une part de ration contestée, et la discipline doit tomber comme un couperet, parce qu'un navire, où l'autorité vacille, est un navire déjà perdu, puis viennent les tropiques, et avec eux une autre forme de violence. La chaleur n'est pas seulement une sensation, c'est une force qui travaille le corps. Elle fait gonfler les mains, elle rend les vêtements lourds, elle transforme la moindre tâche en supplice. La pluie, quand elle tombe, ne rafraîchit pas, elle écrase. Elle trempe la poudre, elle pourrit les cordages, elle fait apparaître des champignons sur le cuir, et dans cette humidité, la maladie rôde comme un passager clandestin, fièvre, flux de ventre, plaie qui s'infecte. Un homme peut être solide le matin et délirer le soir, les yeux vitreux, la peau brûlante, incapable de tenir une cuillère. Mais l'objectif n'est pas de survivre confortablement, l'objectif est d'arriver. De toucher cette côte où l'Atlantique espagnol se termine et où commence la bande de terre qui mène à l'autre mer. L'approche de l'isthme, c'est déjà entrer dans un monde où l'Espagne a des oreilles. Les ports, les petites villes, les mouillages, tout est traversé par des circuits d'information. Un navire inconnu au large,
une voile qui ne ressemble pas aux voiles habituelles, un accent entendu sur un quai, et la rumeur part. Elle passe par les marchands, par les soldats, par les prêtres, par les esclaves, par les indigènes employés comme porteurs. Elle devient un billet griffonné, une lettre scellée, un ordre. L'Empire espagnol, dans ces régions, n'est pas seulement une série de forteresses, c'est un réseau nerveux. Et Oxenham, en s'approchant, joue contre ce réseau avec une arme unique, la surprise. Une arme qui s'use à chaque heure. Il faut donc choisir un point d'entrée, un endroit où l'on peut débarquer sans être immédiatement encerclé, un endroit où l'on peut cacher un navire, ou du moins le mettre à l'abri des regards, le temps de faire ce que personne, ou presque, n'a encore osé faire côté anglais, porter des embarcations à travers la terre. C'est là que la porte du Pacifique cesse d'être une ligne sur une carte et devient une matière. La jungle, une jungle qui n'a rien de pittoresque. Elle est dense, lourde, bruyante, elle respire, elle suinte. Les feuilles sont grandes comme des voiles pliées, les lianes pendent comme des cordages, les troncs sont couverts de mousse, le sol est un mélange de boue et de racines, un piège pour les chevilles. Chaque pas est un effort, chaque effort est une dépense d'eau, et l'eau, paradoxalement, est partout et pourtant difficile à boire sans tomber malade. On avance sur des sentiers qui ne sont pas des routes, mais des habitudes, des traces, des passages connus des guides, des marrons, des indigènes, des hommes qui vivent dans cet entre-deux, ni totalement dans l'ordre espagnol, ni totalement hors de lui. Les marrons, ces communautés d'esclaves fugitifs, sont une clé. Ils connaissent les chemins, ils connaissent les postes espagnols, ils savent où l'on peut se cacher, où l'on peut tendre une embuscade, où l'on peut trouver des vivres, et ils ont souvent une raison intime de vouloir voir l'Espagne saigner. L'alliance n'est pas une fraternité abstraite, c'est un échange. Les Anglais apportent des armes, des promesses, parfois des marchandises. Les marrons apportent la géographie vivante. Oxenham, dans cette traversée, doit se transformer. Sur mer, il commande depuis un pont avec des ordres qui se transmettent par cris et gestes. Ici, il commande dans un monde où le son se perd dans le feuillage, où la file s'étire, où un homme peut disparaître derrière un tronc et ne plus être visible. Il faut maintenir la cohésion. Il faut empêcher la panique. Il faut empêcher aussi l'épuisement de devenir une mutinerie silencieuse, car porter des canaux, des pièces de bois, des clous, des outils, à travers une jungle détrempée, ce n'est pas une aventure. C'est un chantier sous fièvre, les canaux, justement. On ne traverse pas l'isthme avec un galion, on traverse avec des embarcations légères, démontables ou transportables, capables d'être mises à l'eau côté Pacifique. Cela implique des choix techniques, des coques assez solides pour tenir la mer côtière, mais assez légères pour être portées, des avirons, des voiles simples, des cordages. Et tout cela doit survivre à la boue, aux chocs, aux chutes, aux insectes qui s'infiltrent partout, aux pluies qui gonflent le bois. La marche dure. Elle dure parce que la terre résiste, parce que les rivières coupent la route et qu'il faut les franchir, parfois en construisant des passages de fortune, parfois en nageant, en tenant les armes au-dessus de la tête, parce que les collines ne sont pas des collines, mais des pentes glissantes où l'on s'accroche à des racines comme à des haubans, parce que la nuit tombe vite sous ces latitudes, et qu'elle tombe comme un couvercle. Alors on s'arrête. On allume des feux quand on ose, on les étouffe quand on craint d'être repéré, on dort mal, on se gratte, on écoute les bruits, les cris d'animaux, les craquements. Et parfois, plus inquiétant, le silence soudain, comme si la jungle retenait son souffle. Dans ces jours-là, Oxenham joue déjà sa fortune. Chaque retard est un risque. Chaque homme qui tombe malade est une charge supplémentaire. Chaque blessure au pied peut immobiliser un porteur, et sans porteur, pas de canot. Sans canot, pas de Pacifique. Et sans Pacifique, l'expédition n'est qu'une errance coûteuse qui finira par attirer l'attention espagnole. Et pourtant, il y a aussi des moments où l'on sent la proximité de l'autre mer. L'air change, il devient plus salé et plus ouvert. Les oiseaux ne sont plus les mêmes. Et puis, un jour, la végétation s'écarte, et l'on voit, entre les troncs, une lumière différente, une lumière qui ne vient pas d'un ciel filtré par les feuilles, mais d'un horizon, le Pacifique. Pour un Anglais de ce temps, c'est une apparition presque irréelle. Ce n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est un symbole. C'est la mer que l'Espagne considère comme son arrière-cour, son couloir privé, sa route vers le Pérou et vers l'Asie. C'est la mer où l'on ne s'attend pas à voir une voile anglaise, parce que la logique même de l'Empire repose sur l'idée que cette porte est trop difficile à franchir pour un ennemi venu de l'Atlantique. Oxenham, en posant le pied sur cette côte, ne fait pas que traverser une géographie, il traverse une frontière mentale. Il devient, par ce simple fait, un intrus dans un espace où l'Espagne n'a pas seulement des navires, mais une certitude. Et les certitudes, quand elles se brisent,
provoquent des réactions violentes, mais l'instant de contemplation est court, très court, car le Pacifique, dès qu'on y entre, impose ses propres règles. Il est immense, oui, mais il n'est pas vide. Il est ponctué de ports espagnols, de petites villes côtières, de mouillages où l'on charge et décharge, où l'on répare, où l'on attend des nouvelles. Et surtout, il est un espace où l'anglais n'a pas de base, pas de refuge, pas de marché sûr, pas de chantier, pas de gouverneur ami. Chaque jour passé ici est un jour où l'on doit se nourrir, se cacher, se déplacer, sans laisser de traces, dans un monde où tout laisse des traces. Oxenham met ses canaux à l'eau. On imagine la scène, des hommes épuisés, couverts de boue séchée, les mains gonflées, qui poussent enfin une coque sur une eau plus calme que l'Atlantique, mais trompeuse. Le Pacifique, sur certaines côtes, peut sembler docile. Il peut être une surface lisse, presque indifférente, et c'est là son piège. Parce que la docilité apparente donne envie de rester, de tenter plus, de pousser plus loin. Les premières opérations d'Oxenham dans cette mer sont des coups de main. Ils visent des prises espagnoles, des navires de cabotage, des embarcations qui transportent des marchandises, parfois des métaux précieux, parfois des vivres, parfois des informations. Ce ne sont pas forcément des galions majestueux. Souvent, ce sont des navires plus modestes, mais dans un empire, même un navire modeste est un maillon. Et quand on arrache un maillon, la chaîne claque. La tactique corsaire ici doit être chirurgicale. Approcher sans être vu. Choisir un moment où le vent et la lumière favorisent l'attaque. Utiliser la côte, les îlots, les anses. Surgir. Tirer peu si possible, parce que la poudre est précieuse et parce que le bruit attire. Aborder. Prendre le contrôle. Fouiller vite. S'emparer de ce qui compte. L'argent, oui, mais aussi les papiers, les lettres, les registres, les noms. Et puis disparaître avant que la nouvelle ne se répande. Sauf que la nouvelle se répand toujours. Un marin espagnol qui s'échappe à la nage. Un pêcheur qui voit une silhouette étrangère. Un village qui remarque des traces de pas inhabituelles sur une plage. Un prisonnier relâché, volontairement ou non, qui raconte ce qu'il a vu. Et dans un monde où l'Espagne a des autorités locales, des corrégidors, des capitaines de port, des milices, la rumeur devient procédure. On écrit, on envoie un messager, on arme une embarcation, on prévient un supérieur. Et l'alerte de proche en proche remonte la côte. Oxenham, lui, sans l'ivresse de la réussite, il a franchi la porte. Il a prouvé que c'était possible. Il a pris, il a humilié. Et cette ivresse est dangereuse, parce qu'elle pousse à croire que le Pacifique est une extension des Caraïbes, un terrain où l'on peut jouer au chat et à la souris avec des Espagnols lents et surpris. Or, les Espagnols dans le Pacifique ne sont pas lents. Ils sont installés, ils ont des relais, ils ont des chevaux sur la terre ferme, des hommes capables de courir des distances que des marins épuisés ne peuvent pas imaginer. Ils ont des routes terrestres parallèles à la côte. Ils ont des communautés qui, par peur ou par intérêt, peuvent dénoncer, et ils ont une obsession. Protéger l'argent du Pérou, protéger les communications, protéger l'idée même que cette mer est sûre. Oxenham, en capturant ses premières prises, déclenche quelque chose qui le dépasse. Il ne le voit pas encore ou il le sous-estime. Il pense en termes de butin et de fuite. L'Espagne pense en termes d'exemple et de fermeture. Et puis l'ambition monte, c'est presque mécanique. Quand on a risqué sa vie pour franchir l'isthme, quand on a porté des canaux dans la boue, quand on a perdu des hommes de fièvre et de fatigue, on ne veut pas repartir avec une poignée de marchandises. On veut un coup qui justifie tout, un coup qui transforme l'expédition en triomphe. Alors on vise plus gros, on cherche des navires plus chargés, on cherche des routes où l'argent circule, on écoute les prisonniers, on interroge, on promet la vie sauve contre une information, on menace, on tente de comprendre le calendrier des départs, les habitudes des capitaines espagnols, les jours où un navire quitte un port, les jours où il arrive. On devient, malgré soi, un lecteur de l'administration espagnole, parce que l'Empire ici fonctionne par routine, et les routines, si on les perce, donnent accès au trésor. Mais chaque interrogation laisse une trace, chaque prisonnier relâché est un témoin, chaque navire capturé est un signal. Et plus Oxenham reste dans le Pacifique, plus il devient visible, non pas comme une silhouette sur l'eau, mais comme une anomalie dans le système. Il y a aussi la question des vivres. Sur mer, on peut rationner, on peut tenir. Mais dans le Pacifique espagnol, sans port ami, la nourriture devient une obsession. Il faut débarquer pour chercher de l'eau douce. Il faut parfois voler du bétail, du maïs, des fruits. Il faut négocier parfois avec des habitants qui n'ont aucune raison d'aimer des étrangers armés. Et même quand on obtient quelque chose, on ne peut pas rester. Rester, c'est être encerclé. Oxenham est donc pris dans une contradiction qui s'élargit à chaque jour. Pour réussir, il doit rester assez longtemps pour trouver une prise majeure,
Pour survivre, il doit partir avant que l'alerte ne se transforme en chasse organisée. Et le Pacifique, avec son immensité, donne l'illusion qu'on peut toujours se cacher derrière le prochain cap, dans la prochaine baie. Illusion, car les Espagnols n'ont pas besoin de le trouver partout. Ils ont seulement besoin de comprendre où il doit passer pour se nourrir, pour réparer, pour se reposer. Ils ont besoin de deviner ses nécessités. Les nécessités sont des chaînes invisibles. On imagine Oxenham sur un canot, la peau brûlée par le soleil, les lèvres fendillées par le sel, les yeux plissés à force de scruter la côte. Le Pacifique n'est pas l'Atlantique. Les repères ne sont pas les mêmes. Les courants, les vents locaux, les brumes parfois, les marées dans certaines baies, et surtout l'absence de cartes fiables pour un Anglais. Les Espagnols ont leurs pilotes, leurs portulans, leurs connaissances accumulées. Oxenham navigue dans un monde où chaque erreur de navigation peut coûter des jours. Et des jours, ici, c'est la monnaie la plus chère. Il y a aussi la psychologie de l'équipage. Ces hommes ont accepté de traverser l'isthme pour l'or. Ils ont souffert, ils ont porté, ils ont saigné. Ils veulent voir le résultat. Ils veulent des pièces dans la main, pas des promesses. Et plus l'expédition s'étire, plus la tension monte. Les disputes deviennent plus fréquentes. Les regards deviennent plus durs. On compte les rations. On accuse un camarade d'avoir pris plus que sa part. On murmure que le capitaine hésite, qu'il vise trop haut, qu'il ne sait pas comment sortir de ce piège. Un corsaire vit de vitesse, mais la vitesse dans le Pacifique se paie en risque. Aller vite, c'est débarquer sans reconnaissance, c'est attaquer sans savoir si un poste espagnol est à 1 heure de marche, c'est se retrouver coincé dans une baie quand le vent tombe, c'est perdre un canot sur un récif. Et perdre un canot ici, ce n'est pas perdre un objet, c'est perdre une jambe. Oxenham, malgré tout, continue. Il prend, il tente, il pousse, et chaque succès, même modeste, est une goutte d'huile sur le feu espagnol, car l'Espagne ne peut pas tolérer l'idée qu'un Anglais opère dans cette mer. Pas seulement parce qu'il vole, parce qu'il prouve que la porte peut être forcée. Et si la porte peut être forcée une fois, elle peut l'être encore. Par d'autres, par plus nombreux, par mieux armés. Alors, dans les ports du Pacifique, on commence à parler d'un ennemi venu de l'autre côté de la terre. On ne parle pas seulement d'un navire. On parle d'une profanation. Les autorités locales, qui parfois se querellent, qui parfois traînent, qui parfois sont corrompues, trouvent soudain un intérêt commun, montrer qu'elles contrôlent, qu'elles protègent, qu'elles méritent leur charge. Et Oxenham, lui, est encore dans la logique du coup de main. Il croit que l'audace suffit à compenser l'absence de base. Il croit que la mer immense lui donnera toujours une sortie. Il croit que la porte du Pacifique, une fois franchie, reste ouverte. Mais une porte, quand on la franchit, se referme souvent derrière vous, pas avec un bruit, avec une lenteur, avec une patience administrative, avec des hommes qui écrivent des lettres, qui mobilisent des barques, qui interrogent des témoins, qui promettent des récompenses, à ceux qui dénonceront, qui menacent, ceux qui aideront, avec des routes terrestres qui permettent de devancer un canot, avec des ports qui ferment leur marché, avec des milices qui se mettent en embuscade près des points d'eau. Oxenham commence à sentir cette pression comme on sent un changement de temps avant l'orage. Les villages sont plus méfiants. Les côtes semblent plus vides, non pas parce qu'il n'y a personne, mais parce que les gens se cachent. Les prises deviennent plus rares. Les navires espagnols, avertis, modifient leurs horaires, se regroupent, se protègent. Et quand on capture un bâtiment, on trouve moins d'argent que prévu, plus de prudence, plus de signes que l'Empire s'est mis en mouvement. C'est là que l'ambition devient un piège. Parce que plus le butin espéré se dérobe, plus on se dit qu'il faut rester encore un peu, encore un jour, encore une baie, encore une tentative. Et chaque « encore » est un clou de plus dans la caisse. La traversée de l'isthme, au retour, n'est pas une simple marche inverse. Elle exige de repasser par les mêmes sentiers, avec des hommes plus fatigués, parfois blessés, parfois malades, et avec un butin qui alourdit tout. L'or et l'argent, ce sont des métaux. Ils ne pardonnent pas, ils pèsent. Ils transforment chaque montée en supplice, ils ralentissent. Et ralentir dans cette zone, c'est offrir à l'Espagne le temps dont elle a besoin. Oxenham, au fond, a réussi ce que peu d'Anglais ont fait avant lui. Il a opéré dans le Pacifique, il a montré que la porte pouvait être forcée, il a pris des navires espagnols là où l'Espagne se croyait chez elle. C'est un exploit réel, tangible, inscrit dans la mémoire des autorités espagnoles comme une brûlure. Mais l'exploit a un prix immédiat. Il a transformé un corsaire en cible prioritaire et il l'a fait au pire endroit possible. Dans une mer où l'Angleterre n'a pas de main tendue, dans une mer où chaque rivage est potentiellement hostile, dans une mer où l'on ne peut pas disparaître dans un port ami parce qu'il n'y en a pas, la porte du Pacifique, franchie à la force des bras, commence à ressembler à une trappe immense, bleue, silencieuse,
qui ne se referme pas d'un coup, mais qui se referme quand même, à mesure que l'Empire espagnol comprend ce qui vient de se passer et décide, avec cette froideur méthodique qui fait sa puissance, que cela ne doit plus jamais se reproduire. La nouvelle au début n'a pas la forme d'un canon, elle a la forme d'un murmure, un marin qui arrive essoufflé dans un petit port, la chemise collée au dos, les yeux encore pleins de sel, et qui jure avoir vu des hommes du Nord, des hérétiques, des étrangers sur la côte. Un pêcheur qui raconte qu'une embarcation légère a glissé dans une anse au lever du jour, trop silencieuse pour être espagnole, trop sûre d'elle pour être indigène, un marchand qui a perdu une cargaison et qui, pour sauver sa réputation, préfère parler d'un raid anglais plutôt que d'une négligence de ses gens. Dans l'Empire espagnol, surtout sur cette façade pacifique qui se croit protégée par la géographie, le murmure est une matière administrative, il se solidifie, il devient un rapport, il devient une lettre, il devient un ordre. On imagine les bureaux chauds, les tables tachées d'encre, les plumes qui grattent, les seaux qu'on presse dans la cire. Les autorités locales n'ont pas besoin de comprendre toute l'histoire pour réagir. Elles n'ont besoin que d'une chose, qu'il y a un Anglais dans la mare d'El Sur. Un Anglais, donc une brèche, et une brèche dans un empire qui vit de la circulation de l'argent et de la certitude de ses routes, c'est une panique qu'on ne peut pas avouer mais qu'on doit étouffer. Oxenham, lui, continue de raisonner comme un homme des coups de main. Il a franchi la porte, il a pris, il a prouvé. Alors il cherche la prise qui fera taire le doute, celle qui donnera à son expédition une densité de métal, une évidence. Il n'est pas venu jusque-là pour quelques ballots et des pièces éparses. Il veut le cœur battant du système, l'argent en transit, les cargaisons qui nourrissent le Pérou, les navires qui relient les ports comme des artères, et c'est là que le Pacifique commence à se refermer, non pas comme une tempête, mais comme un filet. Le filet espagnol n'est pas seulement naval, il est terrestre, il est humain, il est fait de routes de mulets, de relais de messagers, de villages qui vivent sous l'ombre des corrégidors, de prêtres qui entendent tout, de notables qui ont peur de perdre leur charge, de soldats qui n'ont pas grand-chose mais qui ont des chevaux. Un canot anglais peut être rapide sur l'eau, mais il est lent dès qu'il a besoin d'eau douce, de bois, de nourriture, et il en a besoin tout le temps. La côte pacifique, vue depuis un canot, est une succession de promesses et de menaces, des plages où l'on pourrait tirer l'embarcation et se cacher sous les palmiers, des mangroves où l'on peut disparaître mais où l'eau saumâtre vous ronge la peau et où les moustiques font de chaque nuit une fièvre en devenir, des caps rocheux qui protègent du large mais qui piègent si le vent tombe, des estuaires qui offrent de l'eau mais qui sont aussi des chemins naturels pour les patrouilles. Oxenham découvre une vérité brutale. L'immensité ne protège pas quand on n'a pas de refuge. L'immensité, au contraire, vous oblige à toucher terre. Et toucher terre, c'est entrer dans le monde espagnol. Les Espagnols, eux, apprennent vite. Ils n'ont pas besoin d'avoir déjà combattu des Anglais dans le Pacifique pour comprendre la logique. Ils connaissent la course. Ils la pratiquent eux-mêmes, parfois contre d'autres ennemis. Ils savent ce que cherche un corsaire, une proie isolée, un navire mal escorté, un port endormi. Alors ils font l'inverse. Ils regroupent, ils escortent, ils ferment, ils déplacent les départs, ils changent les horaires. Ils font courir des avis le long de la côte. Vigilance, surveillance, interdiction de vendre des vivres à des étrangers, récompense pour toute information. La récompense. Voilà un mot qui ouvre des bouches. Dans les villages, on commence à regarder autrement les traces sur le sable, on commence à écouter autrement les bruits de rames la nuit, on commence à se demander si l'homme qui a vu quelque chose ne pourrait pas gagner quelques pesos en parlant, et dans un monde où la pauvreté est une compagne quotidienne, où l'argent est rare mais où l'autorité est partout, la tentation de dénoncer devient une forme de prudence. Oxenham, pour rester mobile, doit rester invisible, mais pour rester invisible, il doit renoncer à ce qui le nourrit, l'information, les vivres, les prises. Il est pris entre deux nécessités qui se contredisent, et plus il tente de résoudre cette contradiction par l'audace, plus il s'expose. Il y a des jours où le Pacifique semble presque moqueur. Le matin, une mer lisse, un ciel clair, une brise légère. On pourrait croire à une mer facile, une mer qui se laisse parcourir. Puis à midi, le soleil tombe comme un marteau. Les hommes, dans les canots, sentent la peau cuire, les lèvres se fendent, la soif devient une douleur. Et le soir, quand on cherche un endroit pour débarquer, on se rend compte que chaque anse est un piège potentiel. Trop ouverte, on est visible. Trop fermée, on est coincé. Les corsaires vivent de la vitesse, mais la vitesse ici se heurte à la logistique. Un canot doit être calfaté, une voile doit être réparée. Un aviron cassé n'est pas un détail, c'est une moitié de propulsion qui disparaît.
La poudre doit rester sèche, les arquebuses doivent être entretenus, le sel ronge le métal, l'humidité gonfle le bois, les cordages, s'ils ne sont pas surveillés, se défont comme des nerfs fatigués, et pendant que les Anglais luttent contre la matière, les Espagnols luttent contre eux avec des papiers. On envoie des messagers à cheval, on réunit des milices, on arme des barques, on interroge des témoins, on fait circuler des descriptions, la taille des embarcations, la langue entendue, les vêtements, les armes. On demande aux ports de tenir des guetteurs, on ordonne aux communautés côtières de signaler toute voile suspecte, et surtout on comprend que l'ennemi ne peut pas rester indéfiniment sur l'eau. Il devra débarquer, il devra boire, il devra manger, il devra dormir. Alors on surveille les points d'eau. Oxenham, lui, commence à sentir que quelque chose a changé. Les prises se raréfient. Les navires espagnols, quand ils apparaissent, ne sont plus seuls. Ils se tiennent près de la côte, prêts à fuir vers un port. Ils ont des hommes armés. Ils ont parfois des canons, même petits, mais suffisants pour dissuader un abordage risqué. Et surtout, ils ont des capitaines qui ont reçu des avertissements. Ils ne se laissent plus surprendre aussi facilement. La surprise, cette arme qui s'use, est presque épuisée. Alors Oxenham fait ce que font les hommes qui ont misé trop cher. Il double la mise. Il cherche un coup plus grand, plus décisif. Il écoute les rumeurs sur les routes de l'argent. Il veut intercepter ce qui circule entre le Pérou et Panama, ces flux qui font vivre l'Empire. Il veut frapper là où ça fait mal, là où l'on ne peut pas faire semblant que ce n'est qu'un incident. Mais frapper plus grand exige de rester plus longtemps. Et rester plus longtemps, c'est offrir aux Espagnols le temps de coordonner. La coordination dans un empire est lente quand il s'agit de routine. Elle devient rapide quand il s'agit d'humiliation. Un Anglais dans le Pacifique, c'est une humiliation. C'est une menace symbolique. C'est un précédent. Et un précédent, c'est ce que les autorités veulent tuer avant qu'il ne devienne une habitude. On voit alors apparaître une autre dimension de la chasse. La terre ferme. Des patrouilles qui longent la côte. Des hommes qui se postent près des sentiers. Des guides locaux qu'on interroge, qu'on menace, qu'on achète. Des communautés indigènes prises entre deux feux, qui savent que l'Espagne peut punir, brûler, pendre, et que l'Anglais, lui, ne peut pas rester pour protéger. Oxenham a peut-être des alliés, des marrons, des hommes qui connaissent les chemins, mais ces alliances, dans le Pacifique, ne sont pas les mêmes que sur l'Isthme. Ici, l'espace est plus contrôlé, plus connecté au centre de pouvoir. Ici, l'Espagne a des villes, des ports, des garnisons. Ici, la marge est plus étroite. Et puis, il y a la fatigue. La fatigue qui n'est pas spectaculaire, mais qui détruit la discipline. Les hommes dorment mal sur des plages humides, avec le bruit des insectes et la peur d'une attaque nocturne. Ils mangent ce qu'ils trouvent, du poisson, des fruits volés, parfois du maïs pris dans un champ. Ils boivent une eau qui n'est pas toujours sûre. Les fièvres reviennent, les plaies s'infectent. Un homme qui rame avec une main enflée rame moins. Un homme qui rame moins ralentit tout le groupe. Et ralentir, c'est mourir. Dans un canot, la hiérarchie est plus fragile que sur un navire. Sur un navire, le capitaine a un pont, une distance, une mise en scène de l'autorité. Dans un canot, le capitaine est assis au milieu des autres. Il transpire comme eux, il a faim comme eux. Il doit commander sans décor. Il doit convaincre sans apparat. Et quand les rations diminuent, quand les prises ne compensent pas, quand la côte devient hostile, les murmures changent de nature. Ce ne sont plus des plaintes. Ce sont des calculs. Combien de jours encore ? Combien de risques encore? Et surtout, est-ce qu'on peut encore repasser la porte? Car la porte du Pacifique, c'est aussi l'Isthme. Et l'Isthme, maintenant, n'est plus un secret. Les Espagnols savent qu'un passage a été utilisé. Ils ne savent peut-être pas exactement lequel, mais ils savent que c'est possible. Alors ils surveillent davantage, ils renforcent, ils interrogent. Ils cherchent à comprendre quels guides ont aidé. Et les guides, quand ils sentent l'étau, peuvent disparaître ou parler. La géographie ici n'est pas neutre. Elle est un acteur. Elle impose des goulots d'étranglement, des endroits où l'on doit passer, des rivières qu'on doit franchir, des sentiers qu'on ne peut pas multiplier à l'infini, et l'Espagne, avec ses hommes à cheval et ses réseaux, peut devancer un groupe à pied chargé de métal. Oxenham commence à commettre des erreurs, non pas parce qu'il est stupide, mais parce qu'il est pressé, pressé par la faim, pressé par la peur, pressé par l'idée que chaque jour qui passe rend le retour plus difficile. Il prend des décisions qui, sur l'Atlantique, auraient été des coups de génie. Tenter un débarquement rapide, forcer un village à donner des vivres, interroger brutalement un prisonnier pour obtenir une information. Mais dans le Pacifique espagnol, ces gestes ont un coût immédiat. Ils créent des témoins, ils créent des ennemis, ils créent des récits, et les récits, dans un empire, voyagent. On peut imaginer la scène dans un port,
Un officier espagnol, moustache taillée, cuirasse chaude sous le soleil, qui écoute un témoin. Il ne s'intéresse pas seulement à ce qui a été volé, il s'intéresse à la direction, à la taille du groupe, à la manière de parler, à la présence ou non d'interprètes, à la couleur des vêtements, à tout ce qui permet de transformer un événement en trajectoire, puis il envoie un message. Un cavalier part. La poussière se lève. Le message arrive dans une autre ville. On arme une embarcation. On prépare des hommes. On poste des guetteurs. Et ainsi, de proche en proche, la côte devient une ligne de piège. Oxenham, qui croyait naviguer dans une mer ouverte, se retrouve dans un couloir où chaque port est une bouche qui peut crier, où chaque village est un œil, où chaque crique est un endroit où l'on peut être attendu. Il y a un moment dans ce genre de chasse où l'on sent que l'initiative a changé de camp. Ce n'est pas un grand affrontement. Ce n'est pas une bataille. C'est une sensation. On débarque et l'on trouve les lieux vides, comme si les habitants s'étaient évaporés. On avance et l'on voit des traces de pas, mais pas les siennes. On entend au loin un bruit qui n'est pas celui des vagues, un hennissement, un cliquetis de métal, un appel humain. On comprend que l'on n'est plus le chasseur. On est le gibier. Alors on se cache. On remonte des estuaires, on tire les canaux sous les branches, on couvre les coques de feuillage. On éteint les feux, on mange froid, on parle bas. On attend que la nuit donne une chance de bouger. Mais la nuit, dans les tropiques, n'est pas une alliée docile. Elle est noire, épaisse, pleine de bruit. Et sur l'eau, la nuit peut trahir. Une silhouette se découpe sur un ciel plus clair, un reflet de lune sur une rame, un clapotis trop régulier. Les Espagnols, eux, connaissent leurs eaux. Ils ont des pilotes locaux. Ils savent où placer une barque pour surveiller une sortie. Ils savent où un canot doit passer. Et surtout, ils ont une chose que les Anglais n'ont pas, la possibilité de se relayer. Un groupe anglais isolé s'épuise. Un groupe espagnol, soutenu par des villes, peut envoyer des hommes frais, des vivres, des renforts. L'Empire, ici, est une machine à endurance. Oxenham, dans cette phase, est vaincu par le temps, pas par un coup de canon, par l'accumulation. Chaque jour, il perd un peu de mobilité. Un aviron se fend, une voile se déchire, un homme tombe malade, un autre se blesse en débarquant sur des rochers, un troisième commence à parler de déserter, de se rendre, de chercher une grâce, et la peur, quand elle s'installe, rend tout plus lourd, même l'air. Il y a aussi la question du butin. Le butin, c'est la raison d'être. Mais le butin, c'est aussi un fardeau. L'argent et l'or, quand on les a, on ne veut pas les abandonner. On les cache. On les enterre parfois. On les répartit. On les surveille. On soupçonne. On se dispute. Et plus la situation devient dangereuse, plus le métal devient une obsession. On préfère risquer une embuscade plutôt que de laisser derrière soi ce qui justifie la souffrance. Le métal ralentit. Le métal attache. Les Espagnols, eux, comprennent que l'Anglais finira par chercher une sortie, qu'il devra, tôt ou tard, tenter de repasser l'isthme ou de trouver un endroit où se ravitailler. Alors ils resserrent autour des points probables. Ils mobilisent des hommes sur les chemins, ils surveillent les rivières, ils interrogent les porteurs, ils promettent des récompenses aux guides, ils menacent les villages qui aideraient. Et dans ce monde, la menace n'est pas abstraite. Elle est connue. On a vu des pendaisons, on a vu des châtiments, on sait ce que l'autorité espagnole fait à ceux qu'elle considère comme complices d'hérétiques et de pirates. Oxenham, à mesure que le filet se resserre, doit choisir entre deux mauvaises options, tenter un coup de force pour obtenir des vivres et risquer de déclencher une poursuite immédiate, ou se cacher et s'affamer en espérant que l'alerte se calme, mais l'alerte ne se calme pas. Parce que l'alerte maintenant est devenue une affaire d'honneur et de sécurité impériale, on peut presque sentir la transformation dans les mots des rapports. Au début, on parle d'un incident, d'un navire pris, d'une cargaison perdue, puis on parle de ennemis de la foi, de anglais luthériens, de pirates. Les mots durcissent. Et quand les mots durcissent, les décisions suivent. Oxenham n'est plus un voleur. Il est un symbole à écraser. La chasse devient méthodique. On ne cherche pas seulement à le repousser. On cherche à le capturer. Parce que le capturer, c'est obtenir des informations. Comment est-il entré? Qui l'a aidé? Combien sont-ils? Quels sont leurs plans? Et le capturer, surtout, c'est envoyer un message à tous ceux qui pourraient être tentés de l'imiter. Dans cette phase, l'improvisation anglaise, qui a fait sa force au début, devient une faiblesse. Un raid peut réussir avec de l'audace. Une fuite dans un espace contrôlé exige une logistique, des caches, des relais, des complicités sûres, des cartes, des ports. Oxenham n'a presque rien de tout cela. Il a des hommes fatigués, des canots, des armes et une côte qui se ferme. On imagine les discussions, la nuit, à voix basse. Certains veulent tenter le retour par l'isthme immédiatement, même si cela signifie abandonner une partie du butin
D'autres veulent rester encore, chercher une prise plus grande, parce qu'ils ne supportent pas l'idée d'avoir souffert pour si peu. D'autres encore, silencieux, pensent à la reddition, à la possibilité d'être traités comme prisonniers de guerre plutôt que comme pirates, mais ils savent au fond que l'Espagne ne fait pas facilement cette distinction dans ces eaux-là. Et puis il y a la peur de la trahison. Dans un groupe isolé, la trahison n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il suffit qu'un homme s'éloigne, qu'il disparaisse dans la jungle, qu'il se présente à un village, qu'il promette des informations contre sa vie. Il suffit qu'un guide sous pression donne un sentier, il suffit qu'un prisonnier relâché parle plus vite que prévu. La géographie, encore une fois, favorise l'Empire, parce que l'Empire est déjà là, parce que l'Empire a des gens partout, parce que l'Empire peut transformer un paysan en informateur, un prêtre en relais, un soldat en chasseur. Oxenyan tente de rester insaisissable. Il change de mouillage, il évite les ports, il se glisse dans des baies, il attaque quand il le peut. Mais chaque attaque, désormais, est plus risquée. Les Espagnols sont sur leur garde, ils ont des armes prêtes. Ils ont des hommes qui savent qu'ils peuvent être attaqués. Et un homme qui s'attend à être attaqué n'est plus une proie facile. Le Pacifique, qui semblait au début une mer de possibilités, devient une mer de contraintes. Les vents ne sont pas toujours favorables. Les courants peuvent vous pousser vers des zones surveillées. Les distances entre points d'eau peuvent être plus grandes qu'on ne l'imagine. Et la côte, parfois, est une muraille. Falaises, rochers, absence de plage. On ne débarque pas où l'on veut. On débarque où l'on peut. Et l'ennemi le sait. Il y a un détail cruel dans cette histoire. Plus Oxenham réussit à survivre, plus il donne aux Espagnols le temps de s'organiser. S'il avait frappé et disparu immédiatement, il aurait peut-être échappé, mais il veut plus. Il veut un coup qui justifie l'audace. Et ce désir, humain, compréhensible, devient une corde. Les Espagnols finissent par comprendre un principe simple. L'Anglais est condamné à la côte. Il ne peut pas s'enfoncer dans l'intérieur sans guide et sans vivre. Il ne peut pas traverser l'océan sans navire océanique. Il ne peut pas se réfugier dans un port ami. Donc il doit tourner comme un animal traqué le long d'une clôture. Alors on place des hommes aux sorties. On surveille les estuaires. On patrouille. On attend. Et l'attente, quand on a des relais, est une arme. Oxenham, à un moment, doit prendre une décision qui ressemble à un aveu. Il faut préparer la sortie. Il faut penser au retour. Il faut repasser la porte. Mais la porte, maintenant, n'est plus une simple jungle à traverser. C'est un seuil surveillé, un seuil où l'on peut être attendu, un seuil où le moindre retard devient fatal. Le retour exige de rassembler les hommes, de concentrer le butin, de choisir un point de débarquement, de trouver des porteurs, de retrouver des sentiers. Chaque étape est une occasion d'être vue, et plus on se rapproche de l'isthme, plus on entre dans une zone où l'Espagne a déjà des oreilles depuis longtemps, parce que c'est là que passe l'argent, que passent les marchandises, que passent les nouvelles. La porte du Pacifique, qui avait été franchie dans la sueur et l'ombre, se transforme en goulot d'étranglement, un endroit où l'on ne peut pas improviser indéfiniment. On sent alors la tension monter comme une fièvre collective. Les hommes parlent moins. Ils économisent leurs forces. Ils regardent la côte avec une méfiance nouvelle. Chaque silhouette devient suspecte. Chaque fumée au loin devient un signal. Chaque bruit de rame, la nuit, fait serrer les mains sur les armes. Et dans cette atmosphère, l'Empire espagnol avance, pas à pas, sans précipitation apparente, mais avec une certitude froide. L'Anglais ne peut pas disparaître. Il peut seulement retarder l'inévitable. Ce n'est pas une bataille rangée, c'est une fermeture progressive, un verrou qu'on tourne, un espace qu'on réduit, une mer qu'on transforme en piège. Oxenham a forcé une porte que l'Espagne croyait verrouillée par la nature. Il a prouvé que la géographie pouvait être vaincue par l'audace. Mais maintenant, c'est la géographie qui se venge, parce qu'elle travaille pour celui qui a des routes, des relais, des villes, des chevaux, des papiers, des juges, et quand l'audace se retrouve sans vitesse, sans surprise, sans refuge, elle devient une simple exposition. Une silhouette sur une côte hostile, un groupe d'hommes fatigués qui doit boire, manger, dormir et qui, à chaque fois qu'il le fait, laisse une trace. Dans le Pacifique espagnol, une trace n'est jamais seulement une trace. C'est une direction, c'est une piste. C'est une promesse de capture. La capture, quand elle arrive, n'a rien d'un duel héroïque. Elle ressemble plutôt à ces fins de chasse où l'animal, après des jours à tourner, à flairer l'air, à chercher une brèche dans la clôture, se retrouve soudain devant des hommes déjà en place, calmes, sûrs d'eux, parce qu'ils ont dormi, mangé, reçu des ordres, et qu'ils savent que le terrain leur appartient. Oxenham et les siens ne tombent pas sur les Espagnols, comme sur une abstraction. Ils tombent sur une organisation, sur des miliciens de côte, des soldats de garnison, des marins de barques armées, des cavaliers qui ont suivi les sentiers, des guides
qui connaissent les estuaires, et surtout sur des hommes qui ont une certitude juridique avant même d'avoir une certitude militaire. Ceux-là ne sont pas des adversaires réguliers, ce sont des intrus, des hérétiques, des pirates, des gens qu'on peut pendre sans négocier. On imagine l'instant où tout bascule. Une crique trop commode, un point d'eau trop évident, une plage où l'on tire les canots en vitesse, où l'on croit pouvoir disparaître sous les branches basses, et où, au lieu du silence, on entend un ordre bref, en castillan, puis le bruit sec d'une arquebuse qu'on arme. La jungle d'un coup n'est plus un refuge, elle devient un mur vert qui empêche de voir d'où vient le danger. Le sable qui portait les traces des pas anglais porte aussi celles d'autres hommes, arrivés avant ou arrivés par un autre côté. Et la mer, cette mer qui devait être la fuite, est là, ouverte, mais inutile, parce que les canaux sont à demi cachés, à demi échoués, et qu'il suffit d'une poignée de tirs pour rendre toute mise à l'eau suicidaire. La capture, dans ces conditions, est souvent une affaire de secondes et de nerfs. Un homme qui hésite, un autre qui glisse, un troisième qui veut sauver un sac trop lourd. Le métal, encore lui, qui tire vers le bas. Les Espagnols n'ont pas besoin de tuer tout le monde. Ils ont besoin de prendre des corps, de prendre des langues, de prendre un capitaine. Oxenham est ce capitaine. Et il le sait. Il a vécu assez longtemps dans la culture de la course pour comprendre ce que signifie être pris vivant dans un espace espagnol, loin de toute possibilité d'échange, loin de toute mère amie, loin de toute lettre de marque qu'on pourrait brandir comme un talisman. Dans l'Atlantique, on peut parfois jouer sur les zones grises, corsaires ou pirates, guerre ou brigandage, ordre royal ou initiative privée. Ici, sur la côte pacifique du Pérou et de Panama, la zone grise se referme comme une mâchoire. L'Espagne n'a pas seulement des soldats, elle a des tribunaux. Et elle a une idée très claire de ce qu'elle veut prouver. On lit les mains. On fouille, on récupère les armes, la poudre, les objets qui racontent une origine, une boucle, une pièce, un couteau, un morceau de tissu. On cherche des papiers parce que les papiers, dans un empire, sont des preuves plus précieuses que les blessures. Et puis on commence à marcher. Le transfert n'est pas un simple déplacement. C'est une descente d'échelle inversée, de l'aventure à la procédure. Oxenham, qui a vécu dans le mouvement, dans l'improvisation, dans l'instant où l'on décide vite parce que la mer ne pardonne pas, se retrouve dans un monde où l'on décide lentement parce que la justice doit laisser des traces. On le fait passer de main en main, de poste en poste, comme un colis dangereux. Chaque relais ajoute un témoin. Chaque étape ajoute une signature. Chaque ville ajoute une rumeur. Et la rumeur, cette fois, ne travaille plus pour lui. Elle travaille contre lui. Dans les bourgs, on sort voir les prisonniers. On regarde ces hommes pâles, brûlés par le soleil, amaigris, sales de sel et de boue, et on se raconte des histoires. On dit qu'ils ont profané des églises, qu'ils ont mangé de la viande le vendredi, qu'ils ont juré contre la Vierge. On dit qu'ils ont des cartes, qu'ils savent des passages secrets, qu'ils sont venus pour voler l'argent du roi. On dit luthériens, comme on dirait peste. Et dans un monde où la foi est une colonne de l'ordre public, l'étiquette religieuse n'est pas un détail, c'est une aggravation. Oxenham, lui, a peut-être encore l'espoir d'être traité comme un prisonnier de guerre. Après tout, l'Angleterre et l'Espagne se regardent déjà comme des ennemis, même si la guerre ouverte n'a pas encore la forme qu'elle prendra plus tard. Mais l'Empire espagnol, dans ces années-là, a une obsession. Empêcher que la Mar del Sur devienne un théâtre d'incursion. Empêcher que l'idée même d'un Anglais dans le Pacifique se banalise. Et pour empêcher une idée, on ne se contente pas de repousser des hommes, on les exhibe, on les juge, on les punit. Le chemin vers Lima est long et il est lourd de symboles. Lima n'est pas un port de hasard. C'est la capitale vice-royale, le centre administratif du Pérou, une ville qui vit de la circulation de l'argent de Potosí, de la discipline des routes, de la hiérarchie des charges. Une ville où l'on écrit, où l'on archive, où l'on décide. Là-bas, un corsaire n'est plus un homme de mer. Il devient un dossier. On imagine l'arrivée. La poussière des routes, les murs blanchis, les toits de tuiles, les patios derrière des portes massives. L'air peut être sec, chargé de cette lumière dure qui fait plisser les yeux. Les cloches des églises rythment la journée. Les marchés sentent le maïs, la viande, le cuir, la sueur. Et au milieu de cette ville qui se veut ordonnée, on fait entrer des prisonniers venus d'un autre monde, des hommes qui portent sur eux l'odeur de la côte et de la jungle, et qui, par leur simple présence, insultent une certitude, celle que l'océan Pacifique est un lac espagnol. Le vice-roi et ses officiers ne peuvent pas traiter cela comme une simple affaire locale, parce que si c'est local, c'est gérable, c'est excusable, c'est un accident. Or, ce n'est pas un accident, c'est un précédent. Et un précédent dans un empire est une fissure dans le mur. Alors on instruit. L'instruction dans l'Espagne impériale est un théâtre sérieux. On interroge,
On consigne, on confronte, on cherche des noms. Qui a aidé, qui a guidé? Par où sont-ils passés? Combien étaient-ils? Ont-ils des complices dans les ports? Ont-ils des contacts parmi les marrons, parmi les indigènes, parmi les esclaves? Chaque réponse est une menace potentielle pour l'ordre colonial parce qu'elle révèle des faiblesses, des chemins, des complicités, à des zones où l'autorité est moins solide qu'elle ne le prétend. Et puis il y a la question de la foi. Dans un monde où l'Inquisition existe, où l'orthodoxie est une affaire d'État, un Anglais n'est pas seulement un ennemi politique, il est un ennemi spirituel. On peut lui demander ce qu'il croit, comment il prie, s'il reconnaît l'autorité du pape. On peut chercher à le faire entrer dans une catégorie qui justifie tout, hérétique. Et une fois qu'on a ce mot, la corde devient presque administrative. Oxenham, s'il est intelligent, et il l'est, comprend qu'il ne joue plus sur le même terrain. Il ne s'agit plus de manœuvrer un canot, de choisir une crique, de surprendre un navire. Il s'agit de survivre dans un système où la parole est une preuve, où le silence est une preuve, où la moindre contradiction est une preuve. Il peut tenter de minimiser, de se présenter comme un simple marin, de rejeter la responsabilité sur d'autres, de dire qu'il obéissait, mais il est difficile de faire croire à l'obéissance quand on est celui qui a franchi la porte du Pacifique. Et surtout, il n'a pas ce que Drake, lui, avait su obtenir ou fabriquer, une aura politique, une utilité stratégique reconnue, une capacité à transformer un raid en récit national. Drake, quand il frappe, il finit par rentrer, par raconter, par offrir à la couronne une part du butin et une part de gloire. Oxenham, lui, est pris. Il n'a pas de retour, il n'a pas de scène. Il n'a pas de protecteur à portée de voix. Il est seul, face à des hommes qui n'ont aucun intérêt à le sauver. Dans les salles où l'on juge, l'air est différent de celui de la mer. Il n'y a pas de vent, il y a des murs, il y a des bancs, il y a des crucifix, il y a des notaires. On entend le frottement des plumes, le murmure des témoins, le bruit des pas sur la pierre. On sent l'odeur de cire, de papier, de sueur contenue. Et au centre, un homme qui a vécu dans l'espace ouvert se retrouve enfermé dans une géométrie de portes et de serrures. Le procès n'est pas seulement une recherche de vérité, c'est une mise en ordre. On doit expliquer comment cela a été possible. On doit montrer que l'Empire a réagi. On doit rassurer les marchands, les propriétaires, les fonctionnaires. On doit prouver que la Mare del Sur n'est pas devenue un terrain de jeu pour les étrangers. Et pour prouver cela, il faut une fin nette, une fin qui ne laisse pas de place au doute. La logique politique de l'exécution est là, froide, presque mathématique. Si Oxenham est gracié ou échangé ou simplement emprisonné, il devient un récit ambigu, un homme qui a osé et qui a survécu, un homme dont on pourrait dire dans les tavernes de Plymouth ou de Londres qu'il a tenu tête à l'Espagne et qu'il en est sorti vivant, un homme qui pourrait inspirer d'autres. Or l'Espagne, à ce moment précis, ne peut pas se permettre l'inspiration, parce que l'inspiration est contagieuse, et parce que la porte du Pacifique, une fois connue, ne peut plus être inconnue. Alors on choisit l'exemple. Lima, en 1880, est une ville où l'exemple se voit. Les exécutions publiques ne sont pas seulement des punitions, ce sont des messages. On pend, on expose, on fait circuler la nouvelle. On veut que les ports sachent, on veut que les villages sachent, on veut que les guides sachent, on veut que les esclaves sachent, on veut que les notables sachent, on veut que tout le monde comprenne que l'Empire peut être défié, mais qu'il répond. Oxenham est pendu. Le détail est brutal parce qu'il est simple. Pas de duel, pas de dernière manœuvre, pas de fuite au dernier moment. Une corde, un nœud, une potence. Et autour, une foule qui regarde, certains avec haine, d'autres avec curiosité, d'autres avec cette peur silencieuse qui accompagne toujours les spectacles de justice, la peur de se dire que l'ordre tient, mais qu'il tient par la violence. On peut imaginer ce que cela signifie pour un marin anglais, mourir loin de la mer, mourir dans une ville qui n'est pas la sienne, mourir au cœur même de l'appareil qu'il a voulu frapper. C'est comme si la porte qu'il avait franchie s'était refermée derrière lui, non pas en le repoussant vers l'Atlantique, mais en le gardant à l'intérieur comme une preuve vivante, puis comme un cadavre exemplaire. Et ces hommes, certains subissent le même sort, d'autres sont condamnés aux galères, d'autres disparaissent dans les prisons, dans les archives, dans ces zones d'ombre où l'Empire range ce qu'il a dérangé. Mais l'essentiel pour les autorités est acquis. Le capitaine est mort. Le symbole est brisé. Ce qui frappe quand on regarde cette trajectoire, c'est la vitesse avec laquelle l'aventure se transforme en dossier. Oxenham commence comme un homme de mer, un homme de décision, un homme qui croit que l'audace et la surprise suffisent à tordre la réalité. Il finit comme une pièce dans une démonstration administrative. Voyez ce qui arrive à ceux qui franchissent la porte. Et pourtant, l'exécution ne referme pas la porte. Elle la signale. Car la nouvelle, elle aussi, voyage.
Les Espagnols veulent qu'elle voyage pour dissuader, mais en voyageant, elle raconte autre chose, qu'un Anglais a été là, qu'un Anglais a pris des prises, qu'un Anglais a prouvé que l'isthme pouvait être traversé, que la mare d'Elsur pouvait être atteinte, que le mythe du lac inviolable avait une faille, la corde censée effacer devient un point d'exclamation. C'est là le paradoxe cruel de l'Empire. Pour maintenir l'ordre, il doit punir. Pour punir, il doit rendre visible. Et en rendant visible, il enseigne. Oxenham, en ce sens, est vaincu 2 fois. Vaincu par les Espagnols, bien sûr, par leur réseau, leur endurance, leur capacité à transformer une côte en piège, mais vaincu aussi par l'écart entre 2 mondes. Le monde corsaire, celui des coups de main, de la vitesse, de l'improvisation, où l'on vit sur le fil et où l'on mise sur la surprise, et le monde pacifique espagnol, qui n'est pas seulement une mer, mais un système, ports, routes, messagers, tribunaux, vice-rois, clergés, notables, milices, un système qui peut encaisser un choc, puis se réorganiser, puis frapper avec une patience que le corsaire ne peut pas imiter. Drake, quand il opère, le fait dans un moment particulier, avec une chance particulière, et avec une capacité rare à transformer le butin en politique. Oxenham veut reproduire l'exploit, mais il arrive quand l'alerte est déjà dans l'air, quand les Espagnols ont déjà appris, quand la fenêtre se referme. Il n'a pas le même soutien, pas la même marge, pas la même possibilité de disparaître dans l'immensité, parce que l'immensité dans le Pacifique n'est pas un espace libre, c'est un espace sans refuge, et c'est peut-être cela, la leçon la plus dure de sa vie. La porte du Pacifique n'est pas seulement un seuil à franchir, c'est un engagement. Une fois de l'autre côté, il ne suffit pas d'être audacieux, il faut être installé, il faut avoir des ports, des alliés, des cartes, des relais, il faut pouvoir réparer, ravitailler, se cacher, négocier, il faut pouvoir durer. Oxenham ne peut pas durer. Il peut surprendre, il peut frapper, il peut courir, mais il ne peut pas s'enraciner. Et dans un espace où l'Espagne, elle, est enracinée, courir finit toujours par épuiser. L'exécution à Lima en 1180 est donc plus qu'une fin individuelle, c'est un signal envoyé dans toutes les directions. Aux fonctionnaires, vous avez réagi, l'ordre tient. Aux marchands, vos routes sont protégées, ou du moins elles le seront par la peur. Aux communautés locales, n'aidez pas ou vous paierez. Aux ennemis, la mare d'Elsur n'est pas un terrain de jeu. Et aux Anglais, sans que l'Espagne le veuille vraiment, la porte existe, mais elle mène à un piège si vous n'avez pas de quoi y vivre. On peut presque voir, dans les années qui suivent, la conséquence immédiate. Plus de guetteurs, plus de patrouilles, plus de suspicions. Les ports deviennent nerveux. Les départs se font avec plus de précautions. Les autorités écrivent davantage. Les routes de l'argent se protègent. L'Empire humilié se muscle, et chaque muscle ajouté est une réponse à un homme pendu. Oxenham, lui, disparaît dans la mémoire comme disparaissent souvent les hommes qui n'ont pas eu le temps de raconter leur propre histoire. Drake devient un nom, un récit, une légende nationale. Oxenham devient une note, un épisode, un avertissement, et pourtant, sans ces épisodes, sans ces hommes qui tentent, qui échouent, qui se brisent, on ne comprend pas la mécanique réelle de l'expansion anglaise. Elle n'est pas faite seulement de triomphes, elle est faite d'essais, de pertes, de corps laissés loin des ports d'origine. Il y a quelque chose de presque ironique dans le fait que l'Espagne, en le pendant à Lima, le place exactement là où il ne voulait pas être, au centre de l'Empire, au centre de sa propre démonstration de force. Oxenham voulait frapper le cœur battant du système, l'argent en transit, les artères maritimes. Il finit par être absorbé par ce cœur, non pas comme un voleur qui s'enrichit, mais comme un caillot qu'on expulse pour que le sang continue de circuler, et la circulation continue. Les mules reprennent les chemins, les navires reprennent les routes, les scribes reprennent leurs plumes, les cloches reprennent leurs heures. L'Empire, pour survivre, doit donner l'impression que rien n'a changé, mais quelque chose a changé. Une fois qu'un Anglais a été pendu à Lima pour avoir opéré dans le Pacifique, l'idée même de l'Anglais dans le Pacifique devient réelle. Elle a un lieu, elle a une date, elle a un corps. La porte désormais n'est plus un mythe, elle est une mémoire. Et dans les mémoires, les portes ne se referment jamais tout à fait. Elles attendent, elles grincent, elles tendent d'autres mains. Oxenham n'a pas seulement été vaincu par des soldats, il a été vaincu par une géographie administrée, par une mer qui, au lieu d'être un espace vide, était un couloir surveillé, par une côte où chaque besoin humain, boire, manger, réparer, dormir, devenait une occasion d'être vu, par un empire qui savait transformer un murmure en rapport, un rapport en ordre, un ordre en potence, et au bout de cette chaîne, à Lima, en 1180, la corde ne tue pas seulement un homme,
Elle tente de tuer une possibilité, elle n'y parvient pas. Elle la retarde, elle la rend plus coûteuse, elle la rend plus consciente d'elle-même. La porte du Pacifique reste là, dans la jungle et dans les sentiers, dans les estuaires et dans les criques, dans les cartes incomplètes et les rumeurs de taverne. Oxenham l'a franchi. Il n'en est pas revenu. Et c'est précisément pour cela que son histoire, malgré son silence forcé, continue de parler. Elle dit que l'audace, sans infrastructure, n'est pas une stratégie, c'est une étincelle. Belle, brève. Et dans un empire qui sait attendre, condamné à s'éteindre au premier souffle organisé,